Chers auditeurs, chères auditrices, ou plutôt chères auditrices, chers auditeurs, car nous sommes dans le vent. Il est 15 heures et nous sommes le dimanche 29 décembre et c'est l'heure de Cinépopée. Je suis comme d'habitude avec mon très cher acolyte Chris. Comment ça va Chris, en cette fin d'année? Bonjour, bonjour, ça va très bien. Très, très bon lancement, j'adore. Tu as aimé, hein? Tu as aimé ce lancement et je savais qu'il t'interpellerait. Vous êtes sur Cinépopée, il est 15 heures, je me répète, disponible donc directement, sur Radioverse, si vous nous écoutez à cette heure-là et c'est une heure après sur toutes, les plateformes de streaming audio. Donc n'hésitez pas à partager, à nous écouter, à nous réécouter. Nous sommes sur le 4e numéro, c'est la 4e édition de ce Cinépopée. Je vous rappelle un petit peu le contexte et le déroulé de cette petite heure qu'on va passer ensemble. On prend une saga et pendant une heure, on va débattre autour de cette saga, on va se poser des questions, on va faire un retour sur les critiques, on va classer nos épisodes préférés et on va, surtout, parler de théories et de ce que peut nous réserver l'univers de cette saga par la suite. Chris, on est sur ce 4e numéro et aujourd'hui, de quelle saga allons-nous parler? On va parler du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. En Terre du Milieu, la légende parle de Sauron, le seigneur des ténèbres et de l'anneau qui lui conférerait le pouvoir d'asservir le monde. Il a été perdu depuis des siècles. Nombreux sont ceux qui le cherchent. Il s'est retrouvé entre les mains de la personne la plus improbable qui soit. Sauron n'a besoin que de cet anneau pour recouvrir les terres de ténèbres. Que dois-je faire? L'anneau doit être détruit. L'anneau doit être jeté dans les flammes de la montagne. Le Seigneur des Anneaux, #1, la communauté de l'anneau. De quoi parle ce premier épisode, Chris? L'histoire est simple, le monde a changé. Le monde a changé et le mal se réveille. Et une communauté regroupant différentes races de la Terre du Milieu, elfes, nains, humains, hobbits, se forme pour tenter de vaincre le mal suprême qui est représenté par un être qui s'appelle Sauron. Exactement, effectivement, donc le décor prend place, dans, la Terre du Milieu, donc un monde imaginé, donc par son auteur J.R.R. Tolkien. Ça va aller du hobbit, donc des petits êtres, à l'apparence humaine, mais avec des pieds longs, et velus, vont parcourir également, ces terres, des elfes, des hommes, des Uruk-hai, des orques, pour nommer, les plus méchants, des nains également qui habitent dans les mines et effectivement, tout ce beau monde va être chamboulé par le retour d'un ennemi que tout le monde pensait vaincu et qui s'appelle Sauron et de son anneau de pouvoir, d'où le Seigneur des Anneaux. Alors sur l'anneau de pouvoir, j'avoue que même dans le livre, c'était un peu dur à comprendre. Sauron forge les anneaux et les offre aux représentants des différentes races, 9 pour les hommes, je crois 3 pour les elfes, etc., etc., etc. Et j'ai jamais compris pourquoi ils avaient accepté le cadeau de Sauron. Est-ce que Sauron était sympa au début, tiens, je vous fais des cadeaux, des anneaux qui vont vous pourrir l'âme et vous asservir à moi. Même en lisant le livre à l'époque, j'ai dit tiens, ils se sont pas méfiés quoi les gars. Alors pour ça, on y reviendra dans cette émission, mais on s'y attardera plus tard parce qu'aujourd'hui, on peut avoir différents éléments de réponse grâce à la série des Mm. Anneaux de pouvoir, qui est sortie. Mais c'est vrai que de prime abord, quand on lit, les livres ou qu'on regarde les films de Peter Jackson, on se laisse embarquer par ce récit, mais on se demande, effectivement, d'où sont sortis ces anneaux et pourquoi, telle ou telle race a accepté ce cadeau, d'un être qui visiblement semblait maléfique. Pour revenir plus concrètement sur ce premier épisode, donc l'histoire prend place, hein, vraiment avec donc le protagoniste, principal, tout au long de cette saga, à savoir, Frodon Sake, qui se voit offrir un anneau par son grand-oncle Bilbon, Sake et du coup cet anneau va se révéler être, l'anneau du mal, l'anneau du seigneur Sauron qui se réveille et qu'il va vouloir récupérer, par tous les moyens. Oui. Qu'est-ce que tu as pensé de ce premier film, toi, pour ta part?
Eh ben, écoute, moi j'ai adoré, Le Seigneur des Anneaux. Je suis un fan, absolu. J'ai découvert ça donc au cinéma quand j'avais, 12 ans. Donc j'ai baigné dedans, depuis mon plus jeune âge et effectivement, pour les yeux d'un gamin de 12 ans, effectivement, c'est de l'héroïque, c'est de l'héroïque, fantasy, avec tout ce qu'on aime, des créatures mythologiques. Donc on voyage et donc je ne peux que être enthousiaste par en tout cas, ce premier opus qui était, Le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau. Mais moi, tu vois, j'avais une vraie appréhension pour revoir le film, pour préparer cette émission. Pour moi, Peter Jackson, c'était le Zack Snyder australien. Il faut toujours qu'il place Zack Snyder Ouais, dans nos donc émissions. ouais, si On va vous finir êtes, par croire que c'est de l'amour mal placé en fait, hein. ouais, peut-être, hein, peut-être. Donc j'en étais resté là et j'ai lancé le film, j'ai lancé la version longue, hein, 4 heures, et les 4 heures, je les ai pas vues passer du tout. Le film, il est génial, quoi. Il y a des ralentis dans ce film qui n'ont pas lieu d'être. Il y en a beaucoup moins que dans le 2, on y reviendra. Mais pour moi, ce film, c'est le meilleur de la trilogie parce qu'il met en place les personnages, il met en place l'intrigue. Tu découvres le monde et t'es pris dans l'histoire. Tu peux pas. Moi, j'ai pas soulevé les yeux pendant 4 heures, quoi. Et Et en plus, oui. effectivement, non, je disais effectivement, c'est un film long et c'était assez précurseur, pour l'époque, hein, au début des années 2000. Mais pour autant, c'est vrai que c'est des films, voilà, c'est un univers bien particulier, donc on rentre dans cet univers, on y apprend plein de choses, donc en fait, on est nourri, continuellement et donc du coup, on ne se lasse jamais. Et pour moi, en plus de tout ça, ce premier épisode, c'est le plus effrayant des trois. Vraiment, le plus effrayant, le plus angoissant. Exactement et alors moi, on y reviendra un peu plus tard, et je trouve justement que ce côté un petit peu angoissant et sombre m'a manqué dans le reste de la trilogie ou de l'œuvre, entière, du Seigneur des Anneaux. Jusqu'à l'arrivée de Foncombe, la demeure des elfes, on est vraiment sur une course-poursuite, une quête qui commence, poursuivie par des fantômes, on peut le dire et donc du coup, ces Nazgûl cavaliers noirs, perchés sur leurs chevaux ensanglantés de noir. J'ai trouvé ça vraiment comme toi, effrayant. Et je l'ai perdu un peu dans la suite, donc pas dans le premier épisode, hein, mais à partir, du 2. Ouais, je te suis, hein. On y reviendra comme tu l'as dit, mais les Nazgûl, donc c'est comme ça qu'ils s'appellent, c'est des morts vivants, c'est des rois morts en gros. C'est les 9 rois qui ont accepté un anneau. Ils sont effrayants, effrayants. Il y a pas d'autre mot, quoi. Et donc du coup après même la partie où après on ne revoit plus les Nazgûl dans ce film, bah, on a quand même une quête qui s'enfonce dans des mines très sombres, dans le royaume des nains, avec toujours plus de péripéties et de mésaventures qui arrivent, un Balrog, une créature énorme en feu. Donc effectivement, on est vraiment sur une quête totale, sur une quête, et puis une quête complète et ce qui est vraiment plaisant dans ce premier épisode je trouve, c'est qu'en fait, donc les 9 qui sont désignés pour mener à bien la quête de la destruction de l'anneau, ne se quittent pas une seconde dans ce premier épisode. Ouais, exactement. Eh ben, écoute, je te propose qu'on passe au 2 pour détailler un petit peu plus nos avis sur la suite de cet énorme univers qu'est Le Seigneur des Anneaux. Que font un elfe, un homme et un nain dans le Riddermark? Répondez vite! Nous pourchassons un groupe d'Uruk-hai qui traverse la plaine vers l'ouest. Ils ont fait prisonnier 2 de nos amis. Continuez à les chercher, mais n'ayez pas trop d'espoir. C'est peine perdue sur ces terres. Nous sommes perdus. Je ne crois pas que Gandalf s'attendait à ce qu'on passe par là. Il y a beaucoup de choses auxquelles il ne s'attendait pas. C'est impossible. Le Seigneur des Anneaux, les 2 tours. Deuxième volet, toujours réalisé par Peter Jackson et avec le même casting. Donc qu'est-ce qui se passe à ce moment de l'histoire, au début de ce deuxième opus et de cette suite tant attendue qui est sortie 1 an après sur les écrans? Eh ben, on retrouve nos protagonistes qui continuent leur quête, mais cette fois, comme on le disait dans la première partie de cette émission, séparés. On va avoir plusieurs groupes. On va avoir un groupe composé de Frodon et Sam qui va tenter d'aller détruire l'anneau. On va avoir le groupe composé de Aragorn, le valeureux
le valeureux guerrier prétendant au trône, Gimli le nain et Legolas, l'elfe, bagarreur, qui vont se lancer à la poursuite des 2 autres hobbits, Merry et Pippin, qui ont disparu. Et là, on a un groupe qui est, donc du coup complètement dessoudé. Des morts, également sont intervenus dans le premier épisode et donc là, j'ai envie de dire, tout part un peu à volo dans cet épisode. Est-ce que tu me plus sois, Chris? Bah oui, te plus sois. Il est beaucoup moins sombre que le premier épisode. Il est plus léger, il est plus fun. Et c'est vraiment bizarre parce que là, on est censé croire que la menace grandit et on croit plus à la menace. C'est fini. Et c'est vrai, tu as raison, je te concède. Alors attention, hein, moi je vais quand même nuancer mon propos. On reste dans le même univers, donc on passe quand même un bon moment devant, je trouve, ce deuxième volet, qui est un peu plus long que le premier et effectivement qui a beaucoup plus de longueur. Mais à côté de ça, la quête avance, et donc l'intrigue nous tient quand même en haleine. Par contre, je suis complètement, raccord avec toi quand tu dis que c'est beaucoup moins sombre. Déjà, on ne voit plus les Nazgûl, on n'a plus ce côté effrayant, ce côté course-poursuite. On a juste 2 protagonistes qui avancent d'un côté, 4 ou 6 qui avancent de l'autre, et on perd beaucoup de charme à travers ce volet, je trouve. Ouais, ils ajoutent de l'humour aux 2 hobbits, Pépine et Merry, si je me trompe pas sur leur prénom. Tout à fait. Euh, Ils ajoutent le début d'une romance. On perd un petit peu la magie du premier, quoi. Il y a pas d'autre mot. On perd cette magie-là. Mais, en fait, moi, je trouve, le constat que je fais en reregardant ce volet-là, je trouve que dans le premier, on était vraiment, inscrit dans un univers et là, on se tourne plus vers une surproduction hollywoodienne. Bon, après, on a quand même un énorme point, c'est la dernière bataille, hein, qui se passe au gouffre de Helm, qui est quand même, absolument sublime et qui dure plus de 45 minutes, je crois, à l'écran. Ouais, une super bataille. Je vais juste rebondir en même temps sur ce que tu as dit avant. C'est vrai qu'il y a des longueurs dans le film, dans ce film, hein. Dans le premier épisode, les 4 heures, tu les vois pas passer. Là, la version longue, bon, il y a des moments où tu te dis, est-ce que c'était vraiment la peine de voir cette scène-là? Et sur la bataille, elle est géniale. La bataille, elle est super bien filmée. Tu trembles pour eux, etc. C'est vraiment bien. Mais il y a quelque chose, moi, qui me gêne dans cette bataille. En règle générale, dans le monde qui est montré dans les 2 tours, et je sais pas si tu l'as remarqué, c'est qu'ils traversent des cités où il n'y a pas âme qui vive. Euh, C'est vrai, On tu as dirait raison. que le monde, il est mort, quoi. Il est Il y a déjà mort, personne. c'est vrai. Ils arrivent au royaume ils arrivent dans un royaume, on dirait que c'est un petit hameau. Et pourtant, quand ils arrivent au gouffre de Helm, ils sont des milliers de combattants. D'où ils sortent, je sais pas. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est une belle analyse que tu fais, que je n'avais jamais faite, mais que du coup, ouais, je ne peux que te suivre sur cette idée-là. Parce que c'est vrai que quand tu vois le nombre qui sont au gouffre de Helm et qu'au final, bah, ouais, c'est vrai que quand ils arrivent dans le hameau du Rohan, bah, il y a pas grand monde, hein. Non, il n'y a pas grand monde, ça fait village, et c'est Pierre à Minas Tirith, tout est en ruine. Et où vivent les hommes? C'est la question que je me pose. C'est vrai, on se demande, ils se cachent par peur. Ça marche. Bon, et effectivement, on a, pour tous les 2 et je pense pour beaucoup, un volet qui est bien en dessous pour moi également, du premier. Mais alors, qu'en est-il du troisième? L'œil de l'ennemi se déplace. La fin est là. Chaque jour, Frodon se rapproche du Mordor. Comment savoir si Frodon est en vie? Que vous dit votre cœur? Venez, maître. Venez à Sméagol. Ceci est votre épreuve. Le Seigneur des Anneaux, le retour du roi. Bon, le titre par lui-même. Si vous avez suivi un peu le premier et le 2 où l'on suit un homme héritier du Gondor et qu'on voit le titre Le retour du roi, effectivement, on sait très bien le destin qu'attend notre très cher Aragorn. Donc un titre qui tease un peu, mais pour autant un film qui laisse plein d'imprévus et qui nous ramène un peu, en tout cas c'est l'analyse que j'en ai faite, dans les émotions du premier. Tout d'abord, on va un peu pitcher, ce film. Ça y est, nous approchons, de la fin, de cette épopée qu'est Le Seigneur des Anneaux. Nous retrouvons
toujours Sam, et Frodon qui sont aux proies de Gollum, l'affreuse, bête, qui les emmène vers un Mordor, mais tellement schizophrène qu'on ne sait pas trop, où est-ce qu'elle veut en venir. Nous avons également, Aragorn, Gimli et Legolas qui ont réussi, à arracher la victoire au gouffre de Helm et nous avons d'un autre côté Merry et Pippin qui se sont, emparés de l'Isengard et qui ont, laissé, le cher Saruman, magicien mauvais, pour mort. Voilà, c'est la fin de la quête et comme je le disais auparavant, pour moi, on trouve un troisième épisode qui se rapproche grandement du 1. Ouais, déjà le danger, on y croit à nouveau, en fait. C'est ça le truc. Exactement, le danger revient par la grande porte et il va arriver des péripéties auxquelles on s'attend pas forcément pour les protagonistes. Je pense à la scène qui va rassembler Aragorn, Gimli, et Legolas à l'intérieur, d'un royaume, de morts-vivants, déchus, pour avoir, abandonné, l'ancêtre de d'Aragorn. Je pense, à la bataille encore une fois, cette fois, dans Minas Tirith, où vous avez les Nazgûl qui reviennent et qui redonnent un peu, d'effroi, à tout ce scénario. Ouais, c'est ce qui manquait aux 2, hein, il faut le dire, hein, vraiment ça manquait aux 2. C'est pour ça, à mon sens, que le 2 est un peu plus faible que les 2 autres épisodes. Alors, je suis d'accord avec Heu, toi, mais je ne peux que faire un parallèle et devancer un peu une prochaine chronique, mais ce qui est très étonnant, c'est que quand on regarde les critiques, en tout cas les critiques presse, le premier et le troisième ont de moins bonnes notes que le second. Exactement, et c'est ça qui est fou, et je vais pas en dire plus. Voilà. On détaillera un peu après, on va se Ouais. recentrer, sur Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi. Bon, toi, qu'est-ce que tu en as pensé alors du coup de la conclusion de cette trilogie? Alors moi, alors ça, moi c'est un peu compliqué. Comme c'est le dernier épisode, on voit là dans le troisième film la limite de l'univers que Tolkien a créé. Je vais m'expliquer. Là, ce qu'on voit dans le troisième épisode, outre le retour de la menace, auquel on croit à nouveau et tant mieux, on voit des jeux de pouvoir. Un intendant qui ne veut pas lâcher le trône, qui fait de mauvaises décisions. On voit les elfes qui se battent en interne pour voir s'ils partent à la guerre ou pas, s'ils croient encore aux hommes ou pas. Euh, et je trouve que c'est des jeux de pouvoir à la Wish. Eh ben, non, moi je trouve que c'est des belles allégories du monde contemporain. Je m'explique. Pour moi, en fait, c'est que à l'intérieur de chaque bataille se livrent d'autres batailles. Comme en nous, quand on livre une bataille, dans notre propre cœur se livre une bataille. Et c'est également le cas pour Sauron qui livre sa propre bataille et qui doit aller détruire cet anneau, mais à l'intérieur de son cœur, veut-il vraiment détruire cet anneau? Oui, voilà, ben c'est ça. Tu apportes de l'eau à mon moulin sans le savoir. Mais pour moi, Tolkien, c'est les bases de la fantasy. C'est quelque chose de très, j'allais dire, de très enfantin, de très adolescent. Euh, et les autres ont construit sur ces bases-là pour apporter un peu plus j'allais dire, de chair à l'os que Tolkien a écrit. Ah bah, écoute, je peux l'entendre parce que c'est vrai que quand on se penche vers sur d'autres œuvres de fantasy, effectivement, les œuvres de Tolkien, sont beaucoup plus enfantines, même si les romans, hein, les romans de base sont très compliqués, l'œuvre est quand même beaucoup plus enfantine et moins poussée que certains, romans de fantasy, comme il peut en exister. Oui, il a tracé les plans, il a fait la fondation, et les autres sont venus construire la maison. Voilà, c'est ça. C'est un architecte, en fait. Il Ouais. crée des plans et après il s'occupe, il laisse le soin aux autres d'aller construire, un univers tout autour. Ouais, tu fais bien de dire que c'est un univers enfantin. Bilbo le Hobbit, le premier vrai tome des Seigneurs des Anneaux, ce qui se passe avant le Seigneur des Anneaux, c'était un livre pour enfants, quoi. Il est catégorisé dans la littérature jeunesse. Bah, exactement et en plus, donc il y a une trilogie derrière Le Seigneur des Anneaux qui est sortie aussi sur Bilbo le Hobbit et effectivement là on peut vraiment voir, l'architecte qui était Tolkien parce que un livre de même pas 200 pages, a été fait, sur 3 films de 3 heures donc forcément, Peter Jackson a dû être le maître, le maître d'œuvre en tout cas de l'architecture de J.R.R. Tolkien. Ouais, mais il en regrette ça, Peter Jackson, hein, d'avoir fait 3 films de 3 heures pour Bilbo le Hobbit.
Ah, je peux le Il a dit dans comprendre. une interview ça ne valait pas 3 films, quoi. Il a dû Oui, oui. étirer, étirer. Je t'ai coupé, pardon, tu disais Non, non, quoi? je disais, je peux le comprendre parce que si on a une œuvre du Seigneur des Anneaux qui pour moi est vraiment très emblématique, celle du Hobbit, tombera, beaucoup plus dans l'oubli, au fil des décennies qui vont découler. OK, est-ce que tu as autre chose à dire sur cette, trilogie du Seigneur des Anneaux? Est-ce que tu la conseilles? Est-ce que tu la recommandes? Qu'en penses-tu? Oui, je recommande, bien sûr, je recommande. Je recommande et le film, et les 3 films de Peter Jackson et la trilogie écrite par J.R.R. Tolkien. En sachant quand même que Tolkien, enfin pour moi, de temps en temps, il a une écriture assez lourde et je sais pas si tu as fait pareil, mais moi j'ai sauté des passages, quoi. À un moment donné, l'histoire sur 10 générations de l'elfe Babin machin là, j'en ai un peu rien à foutre. Alors, c'est-à-dire qu'effectivement, l'œuvre originale de Tolkien, excuse-moi, hein, moi je la prononce à l'américaine, toi tu la prononces à la française, donc Tolkien et Tolkien sont la même personne pour nous 2. Heu, je j'ai trouvé le livre très lourd. Moi, je me souviens, c'est ma mère qui avait le livre et je m'étais embarqué là-dedans et j'étais assez jeune parce que c'était, je vous dis, quand j'avais vu le premier film, je me suis dit: «Allez, je veux lire le livre», et je pense que j'avais lâché très vite. Et en fait, il est sorti une version beaucoup plus, enfantine, justement, qui a été éditée aux éditions Folio, je crois, et qui du coup, coupe tous les passages vraiment très lourds, à travers cette œuvre. Ouais, et ben écoute, très bien. Bah, écoute, en tout cas, moi, effectivement, je ne peux que conseiller, cette trilogie. Si vous aimez, les quêtes, si vous aimez les choses qui sont assez épiques, si vous aimez les batailles, si vous aimez, bah, quand il y a un petit peu de romance, quand il y a un petit peu de frisson, écoutez Le Seigneur des Anneaux, La Communauté de l'Anneau, Les 2 Tours et Le Retour du Roi sont faits pour vous. Chris, j'aimerais que tu me donnes ton classement, sur ces 3 films. Alors, sans surprise, hein, je pense qu'on l'a dit, le premier film, La Communauté de l'Anneau, c'est le meilleur. Parce qu'il Ensuite pose les vient le bases, troisième. Pardon? parce qu'il pose les bases. Ouais, et parce qu'il est angoissant et parce il pose vraiment cette ambiance de danger, on le sent, quoi. En deuxième, pardon, je mets le troisième film, Le Retour du Roi, parce Mmh. qu'on retrouve cette ambiance-là, même s'il est un petit peu dilué, qu'on sent un petit peu les longueurs, surtout dans la version longue. Et en dernier, ben, je mets l'épisode du milieu qui est quand même assez décevant, hein. On va pas se mentir, les deux tours. Eh bah, écoute, c'est Et un toi? carton plein. Bah, écoute, c'est un carton plein, pour moi, c'est exactement la même chose et pour exactement les mêmes raisons. Je rajouterai aussi que je mets Le Retour du Roi en deuxième parce qu'il accède à la conclusion, de l'histoire. Et d'ailleurs, je ne sais pas si ça t'a fait cet effet-là, mais j'ai quand même trouvé une longueur, un peu lourde, sur Le Seigneur des Anneaux et Le Retour du Roi. À la fin, en fait, il y a énormément de plans noirs comme si le film finissait et puis il y a une autre scène et puis un plan noir et puis une autre scène et puis un plan noir et puis une autre scène. Si bien que quand la vraie fin du film arrive et qu'on voit le plan noir, on dit: «Ah, attends, il va y avoir autre chose». Mais tu as raison, c'est vrai, j'y avais pas fait attention. C'est une fin à rallonge. Ouais, c'est vraiment une fin à rallonge où on s'est dit, bah, il savait pas quelle fin choisir et puis en fait il a fait plusieurs coupes puis il s'est dit: «Bon en fait je laisse tout, hein, ça me saoule». Ouais, t'as raison, c'est peut-être ça, ouais. Donc voilà. Ça m'avait pas frappé, mais tu as tout à fait raison, oui. Non, non, mais en tout cas, courez voir si vous ne l'avez jamais vu cette trilogie et sinon faites comme moi, revoyez cette trilogie du Seigneur des Anneaux par Peter Jackson, au moins une fois par an et en version longue s'il vous plaît, car la version courte, il manque quand même pas mal de détails importants à l'histoire. Allez, on enchaîne tout de suite avec les critiques. Les critiques, alors qu'en ont pensé la presse à l'époque ou encore aujourd'hui? Je t'écoute Chris, ça c'est ta partie. Je te propose de soulever ce que tu as relevé pendant les avis des trois films. C'est-à-dire que le 2 a été le mieux noté par la presse. Ce qui m'a, moi, laissé pantois quand même. Je n'ai pas compris. Puis finalement, la solution que j'ai trouvée pour expliquer cet amour pour le 2, c'est-à-dire qu'il se rapproche d'un blockbuster tel qu'on l'entend pour les mass médias, on va dire, pour les Mmh. médias mainstream. C'est-à-dire de la romance, de la drôlerie, de la bataille, et basta. Et tant pis pour le fond, tant pis pour l'ambiance, tant pis pour l'atmosphère, tant pis pour la vision cinématographique du roman. Je pense que c'est ça qui a joué dans cette note. Ouais, ouais, et je me posais aussi une question, est-ce qu'il n'y a pas eu plus de de critiques par rapport au 1er et qui pourraient peut-être,
upgrader un peu cette note s'il y a plus de notes supérieures? Eh beh, je pense pas, hein, parce que les critiques étaient assez alors elles étaient bonnes dans l'ensemble le reproche qu'on faisait au 1 et qu'on a fait aussi au 2 et au 3, c'est que, certains critiques ont trouvé que Peter Jackson s'est laissé bouffer par le livre en voulant l'adapter mot à mot, quasiment. Il s'est laissé dépasser par la tâche. Il y a même certains critiques qui ont carrément écrit qu'il fallait trahir l'œuvre. Il fallait partir dans d'autres directions que suivre les livres mot à mot, quoi. D'accord, ouais, je comprends. Bah, écoute, enfin, je comprends. Non, du coup, je comprends pas trop parce que du coup, je pense que c'est ces mêmes critiques qui, quand on trahit un peu l'œuvre, disent: «Mais attendez, ils respectent pas l'œuvre là». Bah oui, moi c'est le premier truc. Alors on sait que pour les adaptations de Alexandre Dumas, je fais mes crises régulièrement. Euh, donc là oui, c'est vraiment de la mauvaise foi, quoi. Mmh. Son projet c'était d'adapter le livre mot à mot, bah il l'a fait et avec des qualités, avec les défauts et ses qualités, c'est bien de ce que c'est, quoi. Et pour conclure et pour la bonne bouche, voici la critique du cahier des cinémas. Ah oui, celle-ci, il nous la faut. À l'ennui s'ajoute alors un plaisir tranquille, de l'exploration assistée, celle-là même qui rend un temps supportable les mauvais jeux vidéo plastiquement réussis. En fait, c'est un enchaînement de mots qui n'ont aucun sens l'un avec l'autre. Mais le mieux, là c'est la critique pour le 2, hein, et le mieux, c'est la critique pour le 3. Ah oui. Euh, Allez, je me la permets. Jackson n'a toujours pas d'autre solution pour enjamber l'ampleur du récit que de faire courir en parallèle les actions, comme des sprinters dans les couloirs. À force de se cogner, les blocs narratifs s'unissent en épopée dérisoire. Tentant de retourner en force cette figure imposée, Jackson en annule pourtant toute efficacité. voilà, faut toujours laisser un silence après une critique des jeux du cinéma. C'est ça. C'est le temps de bien l'analyser. C'est poétique, cela dit, on peut pas leur reprocher ça. Ouais, mais tu as raison, hein, c'est des mots placés dans la phrase au hasard, et advienne que pourra, quoi. Et advienne que pourra. Et va savoir, c'est peut-être les cahiers du cinéma, c'est peut-être les prémices de ChatGPT. C'est des gens qui n'existent pas, c'est très drôle. Voilà. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ChatGPT. Eh bien, écoute, je te propose de faire une première pause musicale et bah, pour mettre un petit peu de chansons et de prose sur cette quête du Seigneur des Anneaux, je te propose d'écouter La Quête d'Orelsan. Rien peut me ramener plus en arrière que l'odeur de la pâte à modeler. Maman est prof de maternelle, c'est même la maîtresse d'à côté. J'ai 5 ans et je passe par la fenêtre pour aller me planquer dans sa classe. Elle me dit t'es pas censé être là. J'ai dit près de toi c'est là ma place. J'aime que les livres, je préfère être seul, donc je suis plus content quand il pleut. Je fais quelques cours de catéchisme, mais je suis pas sûr de croire en Dieu. J'ai 7 ans, la vie est facile. Quand je sais pas, je demande à ma mère. Un jour elle m'a dit je sais pas tout. J'ai perdu foi en l'univers. À 5 ans, je voulais juste en avoir 7. À 7 ans, j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Je balaye les feuilles mortes sur le terrain. Le froid me fait des cloques sur les mains. J'ai 10 ans, je suis fan de basket. Je m'habille en petit américain. Mon père, mon héros, m'a offert les Jordan 8 avec les scratchs. Donc je fais tout pour le rendre fier. Quand il vient me voir à tous les matchs, je rentre au collège, on me traite de bourge. Normal, mes chaussures coûtent une blinde. Je veux plus les mettre, mon père s'énerve. Toi t'as tout, nous on avait rien. J'ai 12 ans, je fous le bordel en cours pour essayer de me faire des potes. Le prof de musique se fout en l'air, il est au paradis des profs. À 11 ans, je voulais juste en avoir 13. À 13 ans, j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Souvent, je suis tombé amoureux, mais pour une fois, c'est réciproque. J'abandonne lâchement tous mes potes. Je vois plus que ma meuf, on fume des clopes. 14 ans, je suis juste un fantôme. Du moins, c'est ce que disent mes parents. Chérie veut que je traîne plus qu'avec elle. Pourtant, elle me fait la gueule tout le temps. Vu que je déménage, ça nous sépare. Je me dis que l'amour, c'est surcoté. Mon frangin m'éclate au basket.
alors je préfère abandonner. J'ai 15 ans, je regarde Kids en boucle. Je traîne avec des gars comme Casper. Mon père est sévère avec moi, donc je le répercute sur mon frère. À 15 ans, je voulais juste en avoir 16. À 16 ans, j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Je descends les marches, la peur au ventre, pour intercepter mon bulletin. À la maison, c'est la guerre froide, on se comprend plus donc je dis plus rien. J'ai 16 ans et je passe par la fenêtre pour rejoindre les autres au skatepark. On boit des bières, on fume des joints et je raconte tout ça dans mes raps. Les années passent, même un peu trop, au point que j'ose plus chanter mon âge. Mon frangin filme quand je mets la bague, ma frangine anime le mariage. Les choses que j'ose dire à personne sont les mêmes qui remplissent des salles. Maman est là, mon père est fier et l'univers est pas si mal. À 16 ans, je voulais juste avoir 17. 17 ans, j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. À 5 ans, je voulais juste en avoir 7. À 7 ans, j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Vous avez reconnu ce jingle et il est temps pour nous de jouer. 5 questions chacun, on se pose les questions. Celui qui a le plus de points à la fin remporte la partie. Pour l'instant, c'est Chris qui est bien devant parce que je crois que tu as gagné 3 fois et moi une seule, non? Il me semble que non, hein. La dernière fois, tu m'as éclaté. Ah, la dernière fois, je t'ai éclaté, mais je crois que les 3 fois d'avant, c'est toi qui m'avais éclaté. Bref, on ne compte plus les points. Vous voyez que nous ne sommes pas trop vénal, en tout cas au niveau des gains de jeu. Bah écoute, je te laisse commencer. Place à toi, place à l'âge. Allez, en avant. J'ai eu du temps, donc j'ai fait des énigmes. J'aime bien les énigmes. Ah oui, c'est vrai. Je suis celui qui, dans un monde magique, guide les cœurs et les esprits héroïques. Mais dans un univers de code bien plus froid, je deviens le contrôle, je fais la loi. Qui suis-je? Et toi, tes énigmes aussi, là, c'est impossible. Attends, répète-nous. Mais attends, c'est une énigme sur le Seigneur des Anneaux, on est d'accord, hein? C'est une énigme sur le Seigneur des Anneaux. Il faut que tu Ouais. me donnes un personnage ou le nom de l'acteur. Mais le nom de l'acteur, je pense pas qu'on l'ait tous en tête. Même moi, là, je pourrais même pas te citer le nom de l'acteur. Eh bien, je dirais, c'est tout simplement Gandalf. Non, pas du tout. Ah, pas du tout. Non, D'accord. OK. Et c'est OK, bah, j'ai perdu alors. Mais alors qui était-ce? C'était un magicien? non, je parlais d'Elrond. Elrond qui a joué Monsieur Smith dans la trilogie Matrix. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Ah bah, pardon. Oui, d'accord, OK. Ah ouais, ouais. Oui, oui. OK. Non, mais j'étais pas là-dessus. Je pensais que c'était, un même personnage. D'accord, d'accord, mais très bien. OK. Ah, je Je suis vois désolé, j'ai mal expliqué. je vois un peu ta fourberie, légendaire. Je Bah, écoute, m'excuse. je n'ai pas marqué de points. Écoute, moi, je vais te poser une question toute simple. Est-ce que tu sais combien de temps il a fallu de développement au film pour aboutir? Alors, c'est super long parce que Peter Jackson a tenu à tourner les 3 films en même temps, ce qui est fou. Ouais, Et il a bien fait. Je crois que c'est 7 ans, non? exactement, c'est 7 ans. Ah là là, tu fort, très fort. Exactement, c'est 7 ans de développement avant de voir émerger les premières minutes, en tout cas exploitables du Seigneur des Anneaux. Il avait même planifié des reshoots. C'est-à-dire qu'il avait mis Exactement. Il savait dans les qu'il y aurait des contrats. reshoots. Ouais, il avait mis dans le contrat, ben, à cette période-là, on ira tourner des reshoots. C'est fou, hein? C'est bravo. Bravo, beh, bravo à toi surtout d'avoir marqué un point quand moi je n'en ai pas encore inscrit un seul. Je t'écoute pour la suite. Une autre énigme, je suppose? Ouais, je suis désolé. Dans ces Allez, batailles où tout semble permis, le rouge s'efface pour calmer les esprits. dans ces batailles où tout semble permis, Le rouge s'efface pour calmer les esprits. Ça qu'est-ce qu'il faut que je concerne faut un faut que je détail de la trouve? production qui a été changé.
Ah Donc, oui, d'accord. Ah bah, oui, oui, bah, écoute, j'avais, oui, OK. J'avais le ah non, mais attends, elles sont dures tes énigmes parce que c'est pas des questions par rapport au film, hein. J'avais la question aussi quand même dans mon mot donc cette question, compte pour du beurre et je vais l'enlever également. Oui, effectivement, ils ont remplacé le sang rouge par du sang noir, hein. voilà, exactement, pour éviter la censure. Exactement, pour éviter la censure, tous les gens qui saignent, en tout cas, tous les orques et les uruk-hai qui se font, décimer, ont du sang noir pour éviter la censure et de prendre des PEGI 13, des interdictions au moins de 13, 14 ou 16 ans. Alors j'aimerais savoir que tu me dises quel acteur, n'a failli jamais avoir le rôle qu'il a tenu, au sein de la trilogie du Seigneur des Anneaux, mais je voudrais aussi surtout savoir pourquoi il n'a failli ne jamais avoir ce rôle? Est-ce que ce n'est pas Christopher Lee? Ah non, pas du tout. Ah, j'ai cru que c'était Saruman. Ah ben, j'ai perdu, j'ai donné ma réponse. Ouais, c'est On ça. attend qu'il y ait une seule Et non, réponse. et C'était qui? c'était Elijah Wood. Elijah Wood qui joue, Frodon. Pourquoi? Parce qu'en fait, il était, pas du tout britannique et que Peter Jackson voulait engager uniquement des comédiens britanniques pour, jouer les hobbits. Et donc Elijah Wood, acteur américain, il désirait tellement incarner ce rôle qu'il a travaillé en conséquence pour modifier son accent et donc c'était ça la réponse que j'attendais. Heu, il a modifié son accent pour réussir à convaincre le réalisateur de ses qualités et il lui a envoyé des bouts d'essai, filmés dans des habits de hobbit, courant, nu-pieds, à travers les verts pâturages. Ah oui, il le voulait, quoi, le rôle, hein. Bravo à lui aussi, encore. Voilà, c'est ça. Allez, cette fois-ci, ce n'est pas une énigme, c'est une vraie question par rapport au film et par rapport à un figurant qui s'appelle Boyd, qui a 35 ans et qui a obtenu le rôle d'un chevalier du Gondor. Et moi, je te Oui. demande, c'est qui ce Boyd? Pourquoi j'en parle? Ça c'est devenu un acteur connu? Non, pas du tout. Non? C'est quelqu'un de la famille de Peter Jackson? Bonne réponse. C'est le Mmh. petit-fils de Tolkien ou de Tolkien à l'américaine. Ah donc oui, d'accord, non donc pas bonne réponse du tout, j'ai dit, famille de Peter Jackson. Oh merde! Non mais J'ai t'inquiète, entendu je famille je de et et je tu suis fermé désolé. tes oreilles. Non, promis je ne me mets pas le point, je le rétrocède. Ça marche, OK et donc le petit-fils de Tolkien. Ouais, il a eu un rôle, je trouve ça joli, moi, encore une fois. OK, bah écoute, moi j'enchaîne une question par rapport à un rôle et donc Peter Jackson, il y a quelque chose qu'il fait tout le temps dans ses films, c'est qu'il fait une petite apparition et donc là, il a pas dérogé à la règle et dans chacun des épisodes du Seigneur des Anneaux, on voit une apparition très furtive de Peter Jackson. Est-ce que tu saurais me dire dans quel film, quel, rôle il jouait? Il a gardé le même rôle sur les 3 films? Pas du tout, 3 rôles complètement différents. Alors non, je pourrais pas te dire. Eh ben, J'ai envie écoute, de dire un des combattants, forcément. ah oui, dans le 2, effectivement, il fait un guerrier au gouffre de Helm. Dans le 3, il doit faire un orc. Pas du tout, non. Dans le 3, il fait un pirate et c'est d'ailleurs le pirate qui reçoit la flèche en plein cœur quand il débarque. Ah OK, d'accord, je l'avais Voilà, même pas reconnu, tu tu vois? regarderas, mais c'est lui et dans le premier épisode, il joue un villageois quand ils arrivent, à l'auberge du poney fringant. Il joue un villageois qui croque une carotte. Ah oui, oui, je vois. Bah, tu vois, je l'avais pas reconnu dans les 3 épisodes. Eh oui. As-tu une autre question pour moi? Dans la tour où s'achève sa quête de pouvoir, sa fin tragique reste un longtemps hors des regards. Ah bah ça, c'est Saruman. Saruman parce que dans la version qui n'est pas longue, on ne le voit pas mourir. Juste, il n'apparaît plus, dans l'épisode 3. Exactement, c'est ça, Et ouais, on voit sa mort dans la version longue, tout à ouais, fait. mais on la voit pas du tout dans l'épisode 3. Et alors ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais compris. Comment un personnage si important avait pu être coupé, du troisième épisode? Ouais, la même chose, surtout que sa mort, elle est horrible, hein, Ah au oui. Saruman, hein. Oui, 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 il l'a bien cherché, mais non. Mais c'est vrai qu'effectivement, si vous regardez, la version cinéma du Seigneur des Anneaux, vous vous demanderez: «Mais où est passé Saruman?» Alors que vous verrez, comment il comment il meurt si vous regardez la version longue uniquement.
Allez, moi j'ai une dernière question pour toi. Donc effectivement, Peter Jackson, il a apparu, à travers les 3 films, mais il a aussi fait apparaître, quelqu'un d'autre, quelqu'un qui lui est cher. Est-ce que tu sais qui c'est et à quel moment surtout c'est important? Est-ce que c'est sa femme? Pas du tout. Tu y étais presque, hein, c'est dommage. Non, mais c'est sa fille. C'est ses enfants, son Ah. son fils et sa fille qui apparaissent dans le gouffre de Helm, qui sont les 2 enfants, qu'on voit suggérer de prendre les armes. Ah oui, oui, je vois la scène. OK, Voilà, d'accord. donc voilà. OK. Très bien. Ben, je savais pas, c'est cool ça. Eh ben, écoute, nous voilà au terme de ce jeu. Eh ben, Chris, pour la première fois, je peux te dire que nous sommes à égalité parfaite. Nous avons été très nuls puisque nous avons trouvé chacun qu'une réponse, parmi les questions proposées, mais tu marques un point et je marque un point. Félicitations à toi et on clôture là-dessus. On clôture et je ne poserai plus jamais d'énigmes. Si, mais 1/5, c'est bien, pas 5/5. Allez, on passe à la suite et on va passer, les moments les plus cultes du Seigneur des Anneaux. Allez, on écoute et on écoute la scène que Chris a choisie. Qu'est-ce que tu nous as choisi pour le Seigneur des Anneaux comme scène pardon, emblématique? Une scène du retour du roi avec Legolas. Un soleil rouge se lève. Beaucoup de sang a dû couler cette nuit. Voilà, c'est une scène que je n'ai jamais compris et qui, moi, je trouve, est un petit peu théâtrale et elle nous met un petit peu hors du film. Elle est emblématique de ce deuxième numéro qui est un petit peu un fatras n'importe nawesque. Alors moi, je vais pas être d'accord avec toi parce que moi, je trouve, j'adore cette scène et j'adore quand il parle de la sorte, Legolas et qu'il parle du sang qui a dû couler durant toute cette nuit. Je trouve que ça Ok, rapporte un côté dramatique. ouais, mais le problème c'est qu'il y a rien de dramatique dans le film, comme on a dit un peu plus tôt, et je trouve que c'est une réplique ridicule et qui tombe à l'eau, quoi. OK, Hélas. moi, elle me fait vibrer, toi, elle t'a fait rire. C'est comme ça? Allez, on passe à la mienne. Et ben moi, j'ai choisi alors c'est pas une scène qu'avec Legolas, mais c'est plutôt un ensemble de scènes que nous font vivre Legolas et Gimli et la plus touchante d'entre elles, pour moi, c'est celle-ci. Jamais je n'aurais songé mourir au combat aux côtés d'un elfe. Et que pensez-vous de mourir aux côtés d'un ami? Oui. Ça, je peux le faire. Effectivement, j'adore cette scène. J'adore, hein, vraiment toutes les scènes, entre Gimli et Legolas qui se font la guerre, durant les 9 heures de film à travers, les 3 fi les la trilogie et qui finalement, se découvrent amis à la fin alors que leur amie était déjà, naissante depuis le début. Ce concours de qui a la plus grosse, hein, je parle bien sûr de la plus grosse flèche ou la plus grosse barbe tout au long des 3 films, se finit par un sublime moment, où quand la mort, est à 2 doigts de les frapper, finalement, ils s'avouent leur amour fraternel. Ouais, je te plus sois, c'est une super relation et c'est vraiment amusant et c'est moins lourd que Pipin et Mérine dans le jeu. C'est vrai et moi je trouve que c'est vraiment une des grosses forces du film aussi, hein, Legolas et Gimli. Exactement. Après ce moment de rigolade et de foutage de gueule et de ta part et de sentiments, d'émotion et d'amour de la mienne, je te propose de refaire une petite pause musicale et pour cette deuxième pause musicale, je vous invite à écouter, la chanson «L'Anneau», de Shrek. J'ai le cœur de maman à côté du mien. Si un jour on m'enterre, faut poser le corps de papa à côté du mien. J'aime pas parler mais je fais du rap. On prend la vie dans les deux sens. T'as très peu d'amis quand tu descends. Je prends très peu d'avis quand je me demande. Non, je prends très peu d'avis quand je me demande. J'ai misé sur moi, mes couilles et Karl, Toko, buteur. J'en vise une calme, cool, belle avec un peu de pudeur. Quand l'argent est sale, rapide, c'est qu'on n'a pas d'heure, putain. On va répondre au péché plus tard. Je me couche de plus en plus tard. J'ai perdu de la famille en chemin, alors je remets que dalle à demain. Je sais que faire du sale de mes deux mains, mais j'essaye de sortir de la demeure. J'ai perdu de la famille en chemin, alors je remets que dalle à demain. Je sais que faire du sale de mes deux mains, mais j'essaye de sortir de la demeure.
Celui-là il est sans refrain parce que j'ai des choses à dire, naqué. Je dois ramener l'anneau loin, 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 comme Frodon Saké. Je dois quitter le quartier, fonder un foyer, être fier de moi-même, poteau. Remonter la falaise, faire ce qu'il faut, être fier de moi-même, poteau. C'est l'art de la guerre ici, on sait très bien t'attaquer sans bouger. On vient pas bagarrer, on vient toucher les sous. On vient pas bagarrer, on vient toucher les sous. On vient tuer les morts, boucher les oreilles aux sourds. Ça, c'est prendre ses précautions. Ambitieux depuis petit, je mets mon cœur dans la sacoche Gucci. Et je suis parti à Londres comme un viking. Je me suis jeté à l'eau prix du vécu. Et je me préoccupe un peu plus de ma santé. C'est pour ça que les sangsues vont sauter. J'ai raté, je réessaye, j'ai raté encore. Et je réessaye encore. Je rappe beaucoup trop bien pour pas réussir, Wallah et Bilay. Je rappe beaucoup trop bien pour pas réussir, Wallah et Bilay. Je dois ramener l'anneau loin, 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 comme Frodon Saké. Pour l'instant je suis loin, 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 loin de me casser. Allez, on arrive aux 2 dernières chroniques de cet épisode de Cinépopée, centré sur le Seigneur des Anneaux, et on va parler tout de suite de théories. Chris, est-ce que tu nous as trouvé des théories folles autour du Seigneur des Anneaux? Ouais, j'ai trouvé une théorie qui m'a amusé. J'ai trouvé une théorie qui m'a amusé. C'est une théorie sur Pipin ou Pipine. Je sais pas comment on dit. Bon, ça dépend si tu la prononces en anglais ou en français. Pipin en français, Pépin en anglais. Pépin. Ok, parfait, impeccable. Il serait un agent de Sauron. Voilà la théorie. Oh, ah, alors là, je suis curieux de l'écouter, je t'écoute. Il est un agent de Sauron parce que tout ce qu'il fait pendant les 3 films, et notamment surtout dans les 2 tours, c'est donner des gages à Sauron. C'est-à-dire qu'il utilise le Palantir, soi-disant parce qu'il ne peut pas s'empêcher de regarder, mais par là il transmet des informations à Sauron. C'est lui qui dans la mine réveille le Balrog, soi-disant encore une fois sans faire exprès. Il a plein de petites actions comme ça qui font dire aux théoriciens que c'est un agent du mal. Mais tu sais moi, ce à quoi ça m'a fait surtout penser. Non. Ça m'a fait penser à Jar Jar Binks. C'est-à-dire que Jar Jar Binks, c'est dans le premier épisode de Star Wars. Ouais. Il est tellement gauche, mais comme Pippin, Ouais. peu importe, qu'on a dit, ben non, c'est pas possible, il est tellement gaffeur, il ne peut être qu'aux ordres de l'Empire. Ça ne peut être qu'un site, effectivement, ouais, voilà. Tu as raison. Ouais. Mais c'est pareil, là. Okay, il est trop bête, grosso modo, trop goofy, donc ça ne peut être qu'un agent du mal. Résultat de toutes ces pensées et théories, c'est que si un personnage est gauche un peu dans un film, il sera tout de suite assimilé à un méchant. Ça veut dire que personne n'a le droit d'être gauche à outrance. Ah bah super, bah j'ai adoré ta théorie. Alors moi, c'est pas des théories que j'ai trouvées, mais j'ai trouvé 5 petites allégories qui sont, j'ai trouvé hyper intéressantes et je voulais te les partager. En fait, c'est la trilogie du Seigneur des Anneaux, l'œuvre du Seigneur des Anneaux. Elle peut être raccrochée à différentes choses et j'ai trouvé ça hyper intéressant. C'est un peu difficile à expliquer, mais vous allez le comprendre. Une des premières interprétations, c'est que l'œuvre a vraiment une nature écologique, hein. Elle prétend que la distinction entre le bien et le mal repose sur diverses relations à la nature. Selon elle, le bien existe en harmonie avec la nature, alors que le mal, lui, est indifférent et même hostile. Il utilise la nature comme un matériau de base pour satisfaire sa cupidité et ses ambitions au pouvoir démesuré. Et cette théorie, elle s'applique principalement sur le fait que le Mordor, source même du mal, est désertique et dénué de toute végétation. On peut également se remémorer la scène où Saruman ordonne à ses serviteurs d'abattre tous les arbres pour alimenter le feu qui doit lui servir à façonner une nouvelle créature mi-homme, mi-orque, ce qui entraîne une déforestation massive.
Ah, c'est pas mal, ça change la perspective du film, je trouve. Voilà, donc ça c'est vraiment de l'œuvre plutôt que du film, Oui, oui. mais du coup, donc ça c'est la 1re, la 1re interprétation. Après, il y a une interprétation qui est plus axée sur la religion, sur la chrétienté. Donc certains trouvent que cette œuvre, elle est elle a vraiment une signification, pardon, religieuse. On peut voir en Frodon, un peu une allégorie du Christ, les hobbits représentant la faiblesse, de l'Évangile. De plus, le chemin de croix est fait en 14 étapes et la route de Frodon vers les montagnes du destin en 14 étapes aussi. Ah oui, ils sont allés loin là. Ouais, Ils ouais, sont allés aller loin, mais loin, ça se tient. mais ouais, mais ça se tient, toujours ça se tient. Donc voilà. Ensuite, on a vraiment une allégorie qui est faite par rapport à la Première Guerre mondiale. On sait que Tolkien il avait combattu, hein, pendant la Première Guerre mondiale. Donc ce rapprochement, il est pas étonnant. Il est vrai que certains rapports peuvent être établis concernant les acteurs du conflit de 14-18 et en fait, ils font un rapprochement, en disant que, bah, les elfes, en fait, représenteraient les Américains, le Gondor, la France, pas très bon pour nous, le Rohan, le Royaume-Uni, le Mordor, l'Allemagne, bien évidemment, et l'Isengard serait, l'Autriche-Hongrie et les Orientaux, l'Empire ottoman. Alors ça, pourquoi pas? J'ai un peu plus de mal, mais pourquoi pas? Ça ça a un peu moins d'impact, hein, j'ai l'impression, dans ta tête. Alors, bah, du coup, l'une des autres, c'est un rapport à la seconde guerre mondiale. Donc ça, c'est une théorie, plus connue, celle de la représentation de la Seconde Guerre mondiale. On pourrait voir en Sauron donc une représentation d'Hitler, Saruman serait plutôt Mussolini et en l'anneau, ce serait la bombe atomique. Les Nazgûl, eux, symboliseraient les avions de guerre. OK, Ouais, d'accord. ouais, ouais, Les elle te laisse aussi pantois que la première et on finit par un dernier rapprochement qui serait vraiment une œuvre qui parlerait énormément de racisme. L'œuvre de Tolkien, ce serait même prônerait le racisme. En effet, les conflits qu'il met en scène, ce sont pas des conflits de voisinage, mais vraiment de race, hein. Il parle vraiment et dans son œuvre et Peter Jackson le reprend bien dans son mot, on parle de race. De plus, les Uruk-hai, eux, ont la peau foncée, les orientaux, eux, sont vêtus de turbans et parmi les gentils, bizarrement, tous ont la peau claire et viennent de l'Ouest, donc de l'Occident. Ouais, mais hélas, je crois un peu plus à ça qu'aux autres. Je pense quand même qu'il y avait un petit fond de racisme dans Tolkien et hélas. Oui, malheureusement, c'est vrai, mais ça n'en fait pas pour autant, une œuvre à jeter directement à la poubelle, mais c'est vrai que quand on connaissait un peu le personnage, on 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 peut y croire un peu. OK, est-ce que toi tu avais autre chose sur cette partie, concernant les théories les plus folles? Non, j'en ai pas. Eh ben, on passe à notre dernière chronique. Et cette dernière chronique, vous l'avez reconnue, c'est What's Next? Alors quel avenir pour cette saga? Est-ce que tu as des infos sur l'avenir de la saga ou est-ce que tu veux que je commence en dévoilant les miennes? Alors, je n'ai aucune info autre que la série qui est en D'accord. cours actuellement, OK. Les Anneaux de pouvoir. Eh bien écoute, voilà, hein, on en a parlé, en préambule un peu de cette émission. Effectivement, les anneaux de pouvoir qui ont pris place et qui prennent place donc, avant, l'énorme guerre et donc avant la prise de pouvoir de Sauron, sur comment les anneaux de pouvoir ont été forgés. Et là, effectivement, alors, il y a beaucoup de libertés qui sont prises, mais on en apprend un peu plus sur comment, Sauron, a réussi à s'accaparer le pouvoir, et comment est-ce qu'il a forgé ses anneaux et comment est-ce que il les a offerts aux hommes, aux nains et aux elfes, sans que pour autant, eux se disent: «Tiens, ce sont les anneaux du plus grand méchant de l'histoire». Donc je ne vais pas en dévoiler plus et c'est intéressant d'aller la voir. Si vous aimez Le Seigneur des Anneaux, si vous avez été que peu, subjugué par la trilogie originale, surtout n'y allez pas. Moi, je vous donne mon point de vue. La première saison, pour moi, je me suis dit: «Mais pourquoi est-ce que je regarde ça?» Enfin, je veux dire, c'est lent, il ne se passe pas grand-chose et ça commence petit à petit à se mettre en place dans la saison 2, mais ça reste quand même vraiment très lent et très loin de l'engouement qu'on peut avoir quand on regarde la trilogie, du Seigneur des Anneaux. Ouais, et j'avoue que moi, la lenteur, elle m'a eu, j'ai abandonné en cours de route.
Mais comme beaucoup, hein. Bon, cette série marche très bien, c'est une des séries les plus chères de l'histoire, je crois et effectivement, je pense qu'on ira jusqu'au bout, jusqu'à terme, mais j'espère que ça ne va pas durer trop longtemps parce que c'est vrai que ça peut très vite s'essouffler. Sinon, qu'est-ce qui se passe d'autre? Beh, on surfe vraiment en ce moment sur le succès, hein, en tout cas, hein, du Seigneur des Anneaux parce qu'un dessin animé, vient de sortir, au cinéma qui s'appelle, La Guerre des Rohirrim. Donc c'est sur la guerre des Rohirrim, donc toujours dans l'univers du Seigneur des Anneaux et on a, un film qui va bientôt se tourner, qui va, s'appeler, je crois, La quête de Gollum et on a très peu parlé de Gollum, à travers cette émission, mais Gollum donc c'est un ancien porteur de l'anneau qui veut à tout prix, récupérer son anneau et là ça va être sa quête pour, réussir à le récupérer donc ça va être un film qui va se passer avant le premier épisode, du Seigneur des Anneaux. Ok, c'est vrai que le Gollum a été le grand absent là. Je me rends compte Ouais. de notre épisode. Oui, effectivement, Gollum, le grand absent de cette émission, mais c'était pour encore mieux le teaser à la fin et un film effectivement va lui être consacré avec Andy Serkis, hein, qui va reprendre son rôle et Ian McKellen, est en négociation pour, reprendre le rôle de Gandalf et également Viggo Mortensen pour reprendre le rôle d'Aragorn. Chers auditeurs, chères auditrices, merci de nous avoir suivis, durant cette petite heure. Cinépopée prend fin, on referme le chapitre Le Seigneur des Anneaux et on se retrouvera, d'ici un mois pour parler notre saga. Chris, est-ce que tu peux nous en dire plus sur la saga mois prochain? Oui, on parlera d'une saga. Alors c'est ma préférée de tous les temps. Je ne serai absolument pas objectif et je m'en excuse. C'est une saga chef-d'œuvre et je parle bien sûr de Scream. Oh, Scream, on en avait déjà parlé dans une précédente émission et d'ailleurs je crois que, l'idée de Cinépopée est arrivée grâce à Scream. Alors on va tout donner sur cette saga et il y aura plein, plein, plein de choses à dire. On vous dit à dans un mois, belle fin d'année, prenez soin de vous. À plus Chris. Merci, à plus James. Allez, ciao, ciao.